bienvenue à tout le monde. Bonjour, merci pour votre présence en très grand nombre. Mon nom est Stéphane Ricoul, je travaille pour la firme Talsom qui organise ces deux panels. Et donc, au nom de Talsom, on voulait vous souhaiter la bienvenue. Ce midi, on va traiter d'un sujet qui est aussi important que sensible, qui s'appelle le racisme systémique. On va le traiter selon deux axes. Le premier axe, on va le traiter au niveau humain, donc le racisme systémique dans notre société de façon générale. Et le deuxième axe va être le racisme systémique en entreprise, qui est tout aussi important. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il devient primordial d'éliminer le racisme systémique que l'on vit dans notre société, que les personnes racisées vivent dans la société, mais aussi sur le marché du travail. Et pour l'éliminer, il faut bien comprendre les problématiques qui sont vécues. Et en les comprenant bien, on va être capable de les détecter plus tôt que tard, de sensibiliser le monde à ces problématiques-là, dans un but ultimement de faire en sorte que le racisme systémique puisse aller vers son déclin rapidement. Donc, on est particulièrement chanceux aujourd'hui d'avoir des personnes qui ont accepté de participer à nos panels de façon très humble, mais de façon également très experte. Vous vous en apercevrez lors de leurs réponses. Donc, on va parler du racisme systémique, comme je le disais, l'aspect humain pour le premier panel et l'aspect entreprise pour le deuxième panel. Donc, on va accueillir nos panélistes pour le tout premier panel sur le volet humain, en commençant par Madame Marjorie Villefranche, qui est directrice générale de la Maison d'Haïti, Monsieur Fabrice Ville, qui est le fondateur de l'organisme Pour 3 points, et Monsieur Balarama Holness, qui est le fondateur de Montréal en Action. Donc, ces trois personnes devraient sous peu me rejoindre. Je vais commencer par une question qui s'adresse à vous trois. Le panel de ce midi, il a lieu en marge d'un autre événement qui s'appelle le Design Thinking Jam que Talsom organise. C'est une démarche qui a lieu avec plus d'une centaine de personnes. Et en fait, la première question que je vous pose à tous les trois, c'est dans votre parcours de vie, dans l'expérience que vous avez eue depuis le début, depuis que vous êtes né, qu'est-ce qui fait qui vous a poussé à accepter l'invitation aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes dit, moi j'ai le goût d'être sur ce panel-là, puis étant donné qu'on a la chance d'avoir une femme sur le panel, on va commencer par Marjorie. Merci. À vrai dire, c'était d'abord la curiosité qui m'a poussée à venir sur ce panel parce que je n'avais jamais fait l'expérience du design thinking, mais c'est aussi le sujet qui m'intéresse beaucoup et le fait que c'est quelque chose avec lequel je voudrais discuter beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus de temps sur ces questions-là. Et donc, ça m'a interpellée. Et le fait qu'on puisse partager avec d'autres personnes avec qui on n'a pas l'habitude de discuter, donc pour moi, c'est intéressant. Et on va prendre le temps qu'il faut pour répondre aux questions, Marjorie, soyez pas inquiète. Merci. Fabrice, toi, ton parcours de vie qui t'a amené à accepter l'invitation d'aujourd'hui? Dans mon parcours de vie récent, c'est l'appel téléphonique d'Olivier Laquinte, que je salue et que je connais depuis maintenant quelques années. Talsom a été une entreprise qui a participé ou à soutenir Pour 3 points depuis un certain temps. Donc, de là, notre relation. Et ce qu'on partage, je pense, Olivier et moi, c'est que nous sommes deux hommes noirs. Donc, essentiellement, là, si je recule un peu de manière plus fondamentale, donc, bonjour Olivier, je vois le salut qui est partagé dans le chat. De manière plus fondamentale, l'aspect identitaire, c'est certain que j'ai une expérience d'homme noir à Montréal, d'observer des situations des situations de racisme donc, évidentes, que ce soit des situations qui m'affectent moi, des situations qui affectent mes proches ou qui affectent en fait plus large différents groupes, particulièrement les jeunes avec lesquels on œuvre. Et je conclurai en disant que ma motivation aussi, quand on pense à la question du design thinking, je pense que je déposerais simplement que, à mon sens, le racisme, c'est un phénomène qui est par design, intentionnel ou non intentionnel. Donc, on va probablement, je présume, y revenir,
d'où ça vient et d'où est-ce que ça provient. Mais malheureusement, je ne pourrais pas être dévot pour l'ensemble du Design Thinking Jam, mais je voulais déposer ça. Donc, de dire, est-ce que le racisme, c'est juste une question de différence entre les individus? Non, ce n'est pas ça. Il y a un facteur sociétal, de design sociétal, localement et internationalement, qui génère en fait ce que nous appelons le racisme. Et donc, de penser à ça m'apparaît être un défi pour les participants parce que oui, ça s'exprime en entreprise, le racisme, mais il y a une question sociétale très intangible qu'il faut regarder avec lucidité selon moi. On reviendra effectivement sur cette notion de design sociétal, mais c'est vraiment un point très, très important qu'on va aborder. Balarama, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené finalement à accepter notre invitation? J'ai eu une très bonne discussion avec Olivier et je lui ai donné des défis, des challenges durant notre conversation. Et pour moi, c'est important que je peux voir l'impact après ces genres de discussions parce qu'il y a eu plusieurs consultations, notamment ici à Montréal, au niveau provincial, au niveau fédéral. Et la question que plusieurs personnes se demandent, c'est que quand est-ce que les consultations vont finir et quand est-ce que les actions vont commencer à être implantées. Et je pense qu'en amenant le secteur privé, ça donne un aperçu sur les enjeux qui est important. Et puis, en regardant toute la stratégie et tout l'effort qui est mis dans tout ce processus-là, je pense qu'on est dans une bonne position pour avoir un impact et c'est vraiment pour ça que je suis ici. Et si je veux faire du pouce là-dessus, le mot que je retiendrai dans ce que tu viens de dire, Balarama, c'est le mot concret. Parce qu'effectivement, la démarche que Talsom suit à travers la méthodologie de design thinking, c'est une démarche pour arriver à une solution concrète, acceptée de tous, qu'on va pouvoir implanter en entreprise pour faire en sorte que le racisme systémique soit sur son déclin. Donc, merci encore une fois à vous trois. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai des notes ici, je dois les lire parce que le sujet du racisme systémique est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser et repose sur trois composantes essentielles qui sont la composante de racialisation, celle structurelle et la composante personnelle. Donc, on va continuer avec Marjorie. Marjorie, même si aujourd'hui, scientifiquement, c'est reconnu que ça repose sur rien, sur pas grand-chose en tout cas, la composante racialisation repose sur l'idée qu'il existerait une race dominante biologiquement. C'est une conception qui date de longtemps, de l'époque coloniale. Donc, sans refaire l'histoire, est-ce que vous pourriez nous donner votre version de la genèse du racisme systémique en société? Alors, merci Stéphane. Malheureusement, Stéphane, il va falloir faire un petit peu d'histoire quand même et la refaire s'il le faut. Parce que je pense que souvent, on parle de choses, mais on n'arrive pas à revenir à l'origine donc, de la chose. Donc, je pense que c'est une réalité qui est beaucoup trop complexe pour pouvoir être abordée d'une manière réductionniste. Et donc, l'approche systémique, c'est l'étude d'un phénomène dans sa complexité. C'est une façon de comprendre les relations humaines. Donc, pour analyser un système, il faut en premier lieu analyser son aspect historique. Et c'est elle qui permet de rendre compte de tous les aspects de son fonctionnement. Donc, c'est aussi analyser son aspect structurel et de se poser la question, que fait-il dans son environnement et à quoi sert-il? Si on ne se pose pas ces questions-là, on ne comprendra pas tout ce phénomène. Mais pour y arriver, je vais faire un petit ellipse très rapide sur le fait de dire que le racisme, évidemment, quand on parle de racisme, on parle de race et de racialisation, mais que ça apparaît en Occident depuis très longtemps. Quand on parle de l'acceptation de l'Occident, on dit, OK, l'idée que tous les êtres humains ont une origine commune, les Occidentaux, avec l'histoire d'Adam et Ève, on est d'accord avec ça, sauf que très rapidement dans la tête de beaucoup de personnes, Adam et ses descendants étaient une race à part. Il y avait les autres races qui n'étaient pas de la même égale. Et quand on calcule l'histoire même de Noé avec son fils Cham qu'il a chassé et qu'il a condamné à être esclave des esclaves de ses frères, figurez-vous que ce Cham est devenu noir alors qu'il était beau et blanc, il est devenu noir et laid. Et déjà dans cet espace-là, on nous raconte cette histoire.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est l'origine, justement. Ce mythe a offert pendant longtemps une caution religieuse pour déprécier les peuples d'Afrique noire et leur réduction à l'esclavage. Le racisme comme force dominante en Occident est apparu avec le commerce triangulaire, donc avec ce qu'on appelle la colonisation. Donc, le commerce triangulaire, c'était exactement un système économique, un moyen d'échange entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies et pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies. Les Européens, à la recherche de matières premières, entrent en contact avec les peuples autochtones. Ensuite, ils ont besoin de personnes pour travailler donc la terre et tout ça. Et à ce moment-là, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils commencent la traite négrière et pour se fournir en esclaves et en main-d'œuvre gratuite. C'est un système économique qui justifie ces pratiques avec le racisme. Les Occidentaux ont décrit les membres de ces populations autochtones et noires comme des êtres inférieurs, de grands enfants qui devaient être guidés, accompagnés et à qui on devait faire découvrir Dieu. Autrement dit, le concept même de race a été forgé par le racisme qui avait besoin de discriminer certains peuples pour des raisons économiques en les justifiant idéologiquement par une croisade chrétienne, un dessein pur et désintéressé pour nous faire connaître Dieu. Je veux faire par exemple référence au Code noir et à la loi sur les Indiens au Canada. Ces deux textes donnent des lois, des règles dictant les relations des Occidentaux avec ces peuples. L'esclave, par exemple, dans ces textes, on dit que l'esclave peut porter plainte parce qu'il a été maltraité, mais comme il est souvent menteur, il ne faut pas trop le croire. Il ne faut pas donner d'alcool ni aux esclaves noirs, ni aux Indiens, ni aux autochtones, comme si c'était des enfants à qui on donne à boire. Donc, bien que les races soient issues d'une division archaïque, division en catégories, de classement sans aucune base scientifique, sociologiquement, les races sont construites par des systèmes sociaux qui résultent de processus historiques. Et l'utilisation de cette classification est à l'origine du racisme et des pratiques racistes. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. Une des facettes de l'idéologie raciste concerne la façon dont une personne est perçue comme étant différente. D'où la construction mentale de l'autre, l'altérité. Ce concept issu de l'époque coloniale justifie les relations entre colons et colonisés. La marginalisation de l'autre le pousse en dehors des limites de l'histoire officielle, en créant le mythe selon lequel il serait intellectuellement, culturellement, moralement inférieur. Je dirais même que la construction idéologique de la différence de l'autre est une des dimensions les plus importantes du racisme moderne. La signification et la représentation, ce sont les deux éléments clés pour comprendre comment la différence est conceptualisée, expliquée, comprise et perpétuée. Pour le comprendre, disons qu'il existe des systèmes de représentation qui véhiculent des sens. Ce sont des circuits culturels. Tout se passe par la représentation, donc par des concepts, des émotions, des idées. Quel est à votre avis le meilleur véhicule de représentation actuellement? Ce sont les médias, la télévision, la presse, les films, les vidéos, les paroles de musique, les expositions, etc. Les Blancs ainsi que leur comportement, ils sont représentés comme les normes. Et les autres groupes, les Noirs, les Autochtones, les minorités sont souvent représentés de manière négative, hostile. Autrement dit, le fait d'être blanc est la norme et le fait d'être noir est présenté dans son altérité. Et c'est ainsi que les idéologies racistes se retrouvent dans les systèmes collectifs de croyances de la culture dominante. Elles trouvent leur ancrage dans la loi, la langue, les règlements, les normes et les valeurs de la société. Elles deviennent normes qui s'expriment par plusieurs codes et des formes assez subtiles. Il ne faut pas croire qu'elles s'expriment uniquement à travers un comportement aberrant ou anormal. En fait, c'est plutôt un ensemble complexe de comportements et on le retrouve dans les systèmes de croyances. Il apparaît dans le langage, dans les images. Le racisme n'est pas nécessairement conscient ni individuel, il fait partie des institutions et de la socialisation. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je préfère faire une discussion avec vous. J'imagine, j'imagine effectivement qu'on pourrait continuer longtemps là-dessus. Puis c'est vraiment, mais vraiment c'est pertinent puis intéressant. C'est même passionnant de regarder cette histoire-là, mais on comprend que c'est aussi profondément ancré dans la société. Complètement. Donc, Marjorie, tu utilisais justement le mot code, comme quoi c'était quasiment codifié dans l'être humain, cet aspect-là. Fabrice, j'aimerais peut-être que tu rebondisses là-dessus parce que tu as lancé une initiative qui s'appelle Briser le code. Puis je me posais la question, est-ce que l'objectif à l'origine de ton initiative, c'était justement de combattre
cette composante racialisation du racisme systémique? En fait, je vais répondre à la question de manière peut-être un petit peu différemment, mais je pense répondre à la question. Ce que je dirais, c'était que la manière dont on a défini le code dans le contexte du documentaire Briser le code, c'est une référence au comportement, aux gestes, aux attitudes que les personnes racisées et autochtones sont contraintes en fait de faire dans une société majoritairement blanche, dans une perspective de ne pas déranger, de se fondre dans cette majorité-là. Et ça, ça montre le caractère, selon moi, insidieux du racisme systémique, parce que ce que je viens de nommer là, c'est une micro-facette de tout ce qui pourrait être dit par rapport aux enjeux liés au racisme. Et il faut se rappeler qu'on était à l'époque où le documentaire a été diffusé pour la première fois le 29 janvier 2020. C'est une autre époque, hein? Le 29 janvier 2020, avant ce qu'on appelle une pandémie. Oui. Le documentaire avait une toute autre signification. On était dans une société où il y avait très peu de conversations sur les enjeux liés au racisme. Ça prenait des individus comme Balarama Holness, qui va certainement parler de son initiative avec Montréal en Action, de mobiliser plus de 15 000 personnes pour forcer la tenue d'une consultation publique à Montréal sur le racisme systémique. Et il y avait quelques chroniqueurs qui prenaient parole par rapport à ces enjeux-là. Mais à l'époque, la question qui s'était posée quand on a produit Briser le code, et moi je ne suis pas le réalisateur ni le producteur, je suis un des instigateurs et un des protagonistes, c'était de se dire, qu'est-ce que le Québécois, la personne, et c'était la cible, la personne québécoise d'ascendance canadienne-française, quel est le point d'accès minimal pour ouvrir une conversation? Parce que par design, il y a une invisibilisation des réalités des populations noires, racisées et autochtones qui fait en sorte qu'il y a directement une réaction qui ne permet pas, en fait, de parler en fait, de certains enjeux. Et donc, dans le documentaire Briser le code, la manière dont on a regardé ça, c'est de se dire, allons-y avec des témoignages, des histoires personnelles d'individus qui vont partager leur expérience au Québec de manière à générer une conversation. Et c'est insidieux, ça. Puis Balarama le nommait plus tôt. C'est-à-dire qu'on est rendu maintenant à l'action, mais il y a encore des gens, malgré tout ça, aujourd'hui, qui refusent de reconnaître l'existence du racisme, des gens en situation de pouvoir dans la sphère médiatique, par exemple, ou il y a le commun des mortels qui reçoivent ces informations-là, qui ne sont pas éduqués sur les enjeux liés au racisme. Et je nommerais une chose, si vous n'avez pas suivi ce qui se passe présentement dans l'actualité en lien avec Briser le code, et ça a l'air que je parle du documentaire, mais c'est plus le phénomène sociétal. Il y a quelque chose qui se passe qui est absolument aberrant. Briser le code, il y a un documentaire de 52 minutes qui est accompagné de 10 capsules éducatives sur les enjeux liés au racisme, l'appropriation culturelle. On parle également de mieux connaître les liens des communautés autochtones. Et il y a une capsule dont la thématique est le racisme systémique. Cette capsule-là est appuyée d'arguments, de faits historiques, de données statistiques. Et il se trouve qu'elle est sur le site de Télé-Québec. Elle se retrouve sur un répertoire qui s'appelle En classe, où on retrouve tout un lot un lot de vidéos qui sont accessibles pour les professeurs qui veulent enrichir leur matière en classe. Il a suffi d'un tweet de Jean-François Louisé qui questionnait le fait qu'on rende ça accessible pour les élèves du secondaire parce qu'on mentionne l'expression racisme systémique pour déclencher une tempête médiatique chez Québécois, pour déclencher la réaction du PQ, pour déclencher une vague d'intimidation contre Maïté Saganesh-Labrec, qui est une femme autochtone qui était en vedette dans cette capsule-là. Et c'est là où on voit comment c'est difficile d'aborder l'aspect systémique de la chose. Alors, quand on entend parler des gens par rapport à leur témoignage et qu'est-ce qu'ils vivent, on veut vraiment les entendre. Et là, je dirais même que c'est à travers le regard de la personne blanche, par exemple, qu'on va vouloir entendre des histoires liées au racisme. Mais la notion de racisme systémique, de par sa complexité, on a une barrière encore présente aujourd'hui qui est difficile à percer
parce qu'il existe des forces oppressives qui répondent à cette question-là à chaque fois que la question est nommée. Et ça prend du courage d'individus qui disent non, c'est assez, et nous passons en action. Je m'arrête ici parce que je trouve que Balarama en est un homme d'action qui a pris action pour qu'on avance les choses à Montréal et au Québec plus largement. Alors, on va passer la parole à Balarama, je pense, parce qu'effectivement, vous le disiez tous les deux, Marjorie et Fabrice, que les médias en parlent beaucoup du racisme systémique, font malgré eux, je pense, allusion à la deuxième composante du racisme systémique qui est structurelle, donc le volet systémique du racisme. Puis Balarama, oui, effectivement, tu as lancé une consultation publique au nom de la ville de Montréal en regard au racisme systémique. Je voulais, en fait, parle-nous-en. C'était quoi les motivations en arrière de cette consultation? Donc, je vais l'aborder tout en incluant la définition du racisme systémique. Oui. Donc, vous mentionnez que c'est des lois, des protocoles, des pratiques, et le dérivé, ça a un effet négatif disproportionné sur les personnes marginalisées. Ça, c'est la définition standard qu'on utilise. Mais ce qu'on est en train aussi de dire, et la recherche nous montre, qu'il y a un processus social qui supporte ce système-là. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, le processus social supporte ce système-là et je pense que c'est très important de comprendre que même s'il y a un policier qui profile, par exemple, une personne, c'est quand même systémique parce qu'il y a une hiérarchie de pouvoir entre le policier et l'individu. C'est très important de comprendre. Quand on voit des exemples comme Joyce, par exemple, on pense que c'est une personne vis-à-vis un docteur ou une personne. Ça se passe dans un système de pouvoir et ça se passe d'une façon, c'est accentué à travers le système. Donc, quand on parle de la consultation publique, je me dis que c'est important, comme on a vu à Briser le code, d'amener ce processus social-là vers l'avant. Donc, je forme une équipe d'environ une cinquantaine de personnes. On récolte 20 000 signatures et chaque fois qu'on récolte une signature, on parle des enjeux. Emploi, culture, profilage racial, planification urbaine, tous les enjeux reliés au racisme systémique, on en parle à la population. Et c'est des signatures manuscrites, donc c'est en personne. Donc, le processus social, on l'utilise, on lance la consultation publique et il y a 7000 personnes qui y participent. Encore une fois, ce processus social, ce dialogue, cet échange est critique, non seulement à la définition, mais pour remédier les enjeux connectés au racisme systémique. Et ce fut une expérience phénoménale. Et l'impact est le suivant. Le 2 juin 2019, l'OCPM, l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal, demande à la mairesse Valérie Plante et son équipe et l'administration à Montréal, est-ce que le racisme systémique existe? La Ville de Montréal dit non, on est ouvert au débat. Ensuite, la consultation publique se déroule. La Ville de Montréal, ça a coûté au moins 600 000 $ et plus. Les recommandations ont sorti. 7000 personnes ont fait des témoignages, ont déposé des rapports. Et la conclusion, c'était que non seulement ça existe, mais on est aveugle à son existence. Ensuite, 38 recommandations sortent. Le comité exécutif et la structure organisationnelle de la Ville de Montréal changent. Cathy Wong est maintenant responsable des recommandations. Et ensuite, on a un commissaire qui va être responsable sur les enjeux de racisme systémique. Donc, la clé dans tout ça, comme on a vu dans Briser le code, c'est avancer ce dialogue-là, ce processus social, pour faire en sorte que ce n'est pas un système avec des robots ou des protocoles qui ne sont pas ancrés dans un processus social. Et aussi, il y a des personnes qui supportent ce système-là. Donc, que ce soit François Legault ou la tête du Parti québécois en ce moment, qui dit que ça n'existe pas, ça, c'est ancré dans la narrative de racisme systémique. Donc, ça, c'est vraiment le processus qui s'est passé. Et je dirais, la thèse dans tout ça,
c'est de ne pas oublier le processus social, individuel au sein du racisme systémique. Au final, la conclusion de cette consultation-là, il faudrait que ce soit quoi? Numéro 1, le 15 juin 2020, la Ville de Montréal a reconnu le racisme systémique. Ça, c'est pas numéro 1, c'était recommandation numéro 1. La même journée, François Legault a créé une table pour combattre le racisme, mais c'est sûr que François Legault et le gouvernement du Québec ne reconnaissent pas le racisme systémique, mais au moins à Montréal, on a fait cette avancée-là. Ensuite, concrètement, il y a 38 recommandations qui visent les enjeux d'emploi et de l'économie, culture, planification urbaine, sécurité publique, les inégalités économiques, etc., etc. Et puis maintenant, c'est à Montréal en Action, à des centaines d'organismes, de faire en sorte que les recommandations sont implantées. Ça, c'est l'objectif qu'on a en ce moment. Et la Ville de Montréal, encore une fois, a mis quelqu'un au sein du comité exécutif de veiller sur ces recommandations-là. Et il va y avoir un plan d'action d'ici les élections prochaines pour vraiment montrer un blueprint à les avancer. Donc, ce que j'entends, c'est que l'éradication un jour du racisme systémique passe par l'éducation. L'éducation des gens, oui, l'éducation des entreprises, l'éducation de notre société sur c'est quoi, etc. Ça, c'est la troisième composante du racisme systémique qui s'appelle la composante personnelle. Puis, j'aimerais peut-être que Fabrice en parle parce que pour 3 points, repose sur la notion d'éducation en lien avec ce genre de phénomène. Donc, Fabrice, est-ce que tu penses que l'éradication un jour du racisme systémique passe par l'éducation? Alors, ce que je dirais, je vais proposer juste un petit reframe, excuse-moi le franglais, là, une reconfiguration de la question. Mon opinion, et je pense que c'est important de le nommer comme ça, et probablement que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord. Mon opinion, c'est qu'on ne peut pas éradiquer le racisme parce qu'il s'agit d'un phénomène social. Alors, du moment où on parle d'un système, si on prend action d'un côté d'un système, le système évolue. Donc, je pense que ce serait une lubie de penser qu'on peut éradiquer le racisme parce que justement, ça fait partie des dynamiques humaines. Par contre, le racisme évolue et prend des formes différentes d'année en année, de décennie en décennie, de génération en génération. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, par rapport à... Je vais nuancer cette question-là également en demandant 2 choses. Je pense que ça ne nous empêche pas de faire des actions concrètes pour faire en sorte que le racisme en fait, le racisme évolue ou il y a une diminution du racisme. Donc, les indicateurs clés, par exemple, par rapport à l'implémentation des 38 recommandations dont parle le rapport de l'Office de consultation publique de l'Île de Montréal, permet de constater concrètement comment la vie des individus va avoir évolué, donc dans les institutions et à la ville. Maintenant, et c'est pareil, par exemple, pour la commission Vien par rapport aux populations autochtones, on parle de mémoire de 142 recommandations au Québec. Donc, ce sont des actions concrètes qui nous permettent d'avoir des indicateurs clés dans du langage d'entreprise, par exemple. Mais ça ne nous dédouane pas d'avoir en continu, selon moi, des conversations pour mieux nous comprendre. Donc, moi, je pense que d'aller à 2 niveaux est essentiel pour reconfigurer et d'être curieux de la forme que le racisme prend. Concrètement, ce que je veux dire par là, si les ancêtres nos ancêtres, pour le peuple haïtien, par exemple, qui ont contribué à la libération d'Haïti en 1804, nous regardaient aujourd'hui, je ne sais pas s'ils verraient le racisme comme nous le voyons. Ils étaient des esclaves. Nous sommes aujourd'hui des personnes émancipées, pas nécessairement. Par contre, parce que nous voyons la situation différemment. Et dans 200 ans, il risque d'y avoir des populations noires qui vont nous regarder, qui vont vivre de manière totalement différente et qui vont encore parler de racisme, à mon avis. Donc, c'est un combat qui, selon moi, est en continu. Mais par rapport à l'éducation, ce que je dirais, c'est que l'éducation est essentielle. Donc, l'expérience de Pour 3 points
nous contribuons, selon moi, à le uplift, l'autonomisation des populations en situation de défavorisation, sans viser spécifiquement les populations racisées, parce qu'on vise des jeunes dans des écoles et des communautés à travers l'île de Montréal, des communautés qui sont socio-économiquement désavantagées. Il se trouve que ce sont des populations qui sont largement racisées, que ce soit à Montréal-Nord, que ce soit dans le quartier Saint-Michel, que ce soit dans le sud-ouest de la ville, que ce soit dans l'ouest de la ville, que ce soit dans l'est de la ville. La thématique est la même. Les jeunes en situation de défavorisation dans le Grand Montréal sont largement des jeunes issus d'immigration et des jeunes racisés. Ça inclut par contre certaines personnes blanches. L'autre élément, quand on parle d'éducation, selon moi, c'est une question d'éducation des populations blanches également. Et pour moi, ça se fait à deux niveaux. Et la manière d'aborder la chose n'est pas la même. Il y a des points qui se rejoignent, mais il y a des points qui ne sont pas les mêmes. Et que les populations blanches en viennent à, et plus largement les gens en situation de pouvoir, en viennent à reconnaître leur participation à un système économique qui est problématique et qui affecte les populations marginalisées et au premier titre des personnes racisées, m'apparaît essentiel. Donc, quand on pense à qu'est-ce qui pourrait se faire dans le cadre d'un Design Thinking Jam, cette question-là m'apparaît importante. Et je prends responsabilité sur l'opinion que j'ai partagée par rapport au fait que le racisme ne peut pas être éradiqué, selon moi. Je pense qu'on peut réduire les inégalités, avoir des impacts concrets, mais que c'est un combat en continu, à mon avis. Puis, ça va me permettre de rebondir, puis je vais laisser la parole à Marjorie, parce que le Design Thinking Jam, c'est une portion d'un projet complet. Puis Marjorie, je sais que tu as déjà participé à quelques ateliers avec Talsom, justement sur comment appréhender le racisme systémique. Puis, la question que j'avais le goût de te poser, Fabrice vient de dire qu'il y avait des instances de pouvoir qui refusaient, puis Balarama aussi, qui refusaient de reconnaître l'existence du racisme systémique, mais en refusant de le reconnaître, plus ils le refusent, plus on en parle finalement. Puis j'étais en train de me demander, est-ce qu'il y a un risque à un moment donné de banalisation en quelque sorte? Ça, il y a une expression au Québec qui dit trop, c'est comme pas assez. Est-ce qu'on a ce risque-là par rapport au racisme systémique, que ça devienne finalement un buzzword, que les médias s'arrachent parce que ça leur fait plaisir d'en parler, puis que finalement, on n'aille pas plus loin? C'est quoi le risque associé à cette sémantique liée au racisme systémique? Il y a effectivement un risque, mais il faut aussi se dire, nous sommes en 2020, OK? Donc, nous tous, nous ne croyons plus en l'existence de race. Preuve a été faite qu'elle n'existe pas. Mais nous croyons encore moins en leur hiérarchisation. Ça aussi, on y croit. Mais nous constatons que le mépris, l'iniquité, l'hostilité, le manque d'accès aux ressources existent bel et bien. Le concept de race disparu, le racisme a disparu, vous croyez? Nous savons que le déni du racisme est commun chez les Blancs en position d'autorité. Il est commun chez les Blancs en position d'autorité. Par exemple, les superviseurs, les policiers et même les ministres et les premiers ministres. C'est l'expression, encore une fois, du pouvoir hégémonique blanc qui dicte le discours et qui dit comment on doit penser ces choses-là. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y a une différence de manifestation du racisme individuel de tous les jours, mais celle qui nous intéresse est le racisme systémique, qui se manifeste dans les politiques, dans les pratiques et les règlements que nous retrouvons dans le système social. En fait, c'est une construction sociale, hein, et en résulte des privilèges dont jouissent certains volontairement ou involontairement. Je ne dis pas que tout le monde est volontairement en train de jouir de ces privilèges-là, mais si on ne comprend pas ce racisme systémique et qu'on ne voit pas qu'on est en train de jouir de privilèges, en fait, c'est comme un héritage. On n'a pas payé de prix, c'est gratuit, c'est sans douleur, mais on en bénéficie. Aujourd'hui, si nous abordons cette question de racisme systémique, c'est pour parler des inégalités sociales et raciales et de leur reproduction ad nauseam. En général, on admet que le racisme systémique existe encore. Par exemple, dans une entreprise, on constate un ensemble de politiques et de pratiques qui ont des effets d'exclure un groupe racial. Une exclusion, la Commission des droits de la personne appelle ça des exclusions disproportionnées. Mais on n'est pas en face d'une guerre de mots, de sémantique, comme le discours dominant tente de l'imposer afin de le banaliser. En fait, on voudrait faire perdre leur sens aux mots qui ne seraient plus que des mots, en fait. Toute la violence, toute l'injustice aura disparu par conséquent
Exemple, par exemple, quand on parle d'appropriation culturelle, on a assisté effectivement à cette guerre de mots quand on a parlé d'appropriation culturelle, quand on parle de féminisme, quand on parle d'accommodement raisonnable. On vide les mots de leur substance et on se débarrasse de la réalité en espérant se débarrasser de la réalité de la chose, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et c'est là le danger. La vérité est que notre société refuse de reconnaître et de confronter les séquelles de la traite négrière et du colonialisme. Il faut nommer cette sociale si on veut apporter des correctifs systémiques. Il ne suffit pas de déclarer qu'au Québec, il n'y a pas eu de traite négrière, ni d'apartheid, et que tout cela, ça se passe aux États-Unis, en Afrique du Sud. Nous devons reconnaître que notre société a malgré tout reproduit ces modèles et que nous jouissons des privilèges qui en découlent. Le racisme systémique est un système qui fonctionne pour maintenir les privilèges. Il faut analyser le système pour en comprendre les mécanismes et surtout son mécanisme d'exclusion, d'où l'importance de se doter d'indicateurs. Et là, je reviens à Balarama, à ce qu'il avait demandé à la Ville de Montréal, des indicateurs et des méthodes systématisées pour collecter les données qui permettent de cerner l'ampleur et l'évolution de tout cela. Je peux comprendre que à trop en parler, on peut vider de son sens les mots les plus importants en lien avec c'est le but même, à mon avis, de cet exercice auquel nous assistons. Fabrice en a parlé tout à l'heure. On assiste à une espèce d'exagération, d'enflement. Et on est là sur les mots, alors qu'on ne parle pas de mots. Quand les communautés parlent de racisme systémique, on n'est pas en train de parler de mots. On est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que je suis revenue avec vous depuis le temps du déluge, pour vous dire que c'est quelque chose qui a été construit depuis très longtemps. Et de le déconstruire, et d'abord de le nommer et de le déconstruire, c'est extrêmement douloureux pour les gens qui vont perdre leurs privilèges. Mais il faut le dire et de faire cette discussion sur les mots en espérant qu'on va vider le mot de son sens et qu'à un moment donné, quand on va dire racisme systémique, les gens vont te répondre « Ah non, commence pas à me parler de ça encore une fois. » Mais est-ce qu'au moins le fait d'en parler… Une chose? Vas-y Fabrice, vas-y. Je vais formuler un commentaire spécifique par rapport à une notion que Marjorie, puis je suis convaincu que ce n'est pas ce que Marjorie… En fait, je suis pleinement d'accord avec tout ce que Marjorie a mentionné et je vais offrir un élément que j'ai entendu par rapport à la question de la traite négrière et qui pourrait peut-être avoir été interprété d'une certaine manière. L'esclavage a existé sur notre territoire ici. Oui, et je tiens à le préciser au service de ce que Marjorie nommait par rapport au retour à l'histoire. C'est fondamental de reconnaître que la question de l'opération de colonisation qui a encore des relents aujourd'hui, a des ancrages encore ici. Donc, quand vous parliez, Stéphane, de la question de l'éducation, si on occulte ces faits historiques-là, peu importe l'intensité de l'esclavage a eu lieu sur notre territoire. Il y a des populations noires. Les Noirs ne sont pas arrivés au Québec aux années 70 avec l'immigration caribéenne. Ça date d'il y a plusieurs centaines d'années. Et je nommerais aussi que dans les livres d'histoire, au 20e siècle, donc dans les années 1930, il y a des gens au Québec qui étudiaient que les Noirs et les personnes autochtones les Noirs étaient les personnes moins civilisées, les Autochtones et après ça les Blancs. Oui. Donc de comprendre ces dynamiques-là nous permet de réaliser la violence. Donc ça peut être ça close de l'eau, ça ouvre une autre perspective sur ce que Marjorie nommait, d'aller dans cette compréhension-là, cette éducation-là, nous permet de réaliser qu'aujourd'hui, quand il y a un déni, c'est aussi un effacement de l'histoire qui est important de reconnaître. Non, entièrement d'accord avec ce que vous dites. Puis, je pense que le fait d'en parler permet au moins à la population de prendre conscience que ça existe, puis de réagir par rapport à ça, puis de porter action. Donc, parmi les actions, excusez-moi, parmi les actions, en fait, ce qu'on attend, tous les trois, enfin, on est là, mais j'imagine que beaucoup de personnes, ce sont des correctifs systémiques. C'est-à-dire, donc, il y a le racisme systémique et ce qu'on regarde, ce qu'on demande, c'est de l'analyser, de le reconnaître, de l'analyser et de porter des correctifs systémiques. Je trouve que c'est un beau mot de conclusion. Puis, on va pouvoir enchaîner sur le deuxième panel, mais Fabrice puis Balarama, les actions systémiques, les corrections systémiques, je trouve que c'est bien formulé. Ça serait quoi, vous, votre conclusion ou votre rêve ultime par rapport à tout ce qu'on vient de discuter par rapport au racisme systémique?
Commençons avec Balarama. Simplement que je crois dans nos institutions démocratiques. J'ai travaillé en Égypte, j'ai été dans 15 différents pays autour du monde, j'ai habité en Chine et notre démocratie fonctionne. On a des chartes québécoises, canadiennes et je suis très optimiste pour le futur. Super. La question de systémique, il y a un des risques que je perçois, c'est de projeter sur l'extérieur de nous le système. Le premier système, c'est le système humain de chaque individu, de par ses croyances, ses valeurs, ses actions. Et ce sont les humains qui, ensemble, produisent le système qui représente nos institutions, nos grands pouvoirs. Donc, les gens qui vont participer, je crois, au design thinking, et moi, c'est à quoi je m'invite au quotidien, c'est de regarder d'abord et avant tout, moi, dans mon propre système, quelles sont mes croyances. Donc, quelles sont mes croyances, mes valeurs, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Une référence serait le projet implicite de l'Université Harvard, par exemple, qui est disponible sur Google, juste de faire un test sur c'est bien implicite, c'est pas complet, ça ne règle pas tout, mais ce sont des prises de conscience importantes pour comprendre comment le fait qu'il y a des messages dans l'espace public qui influencent la pensée humaine et qui font en sorte que nous posons des actions qui sont discriminatoires. Donc, prendre responsabilité individuelle demeure essentiel, même si on a parlé beaucoup de ce qui se passe dans l'histoire et des grands systèmes, mais ça commence par les individus. Encore faut-il pouvoir les identifier, effectivement. Ces messages, parce qu'ils peuvent être subliminaux, hein, ces messages-là. On peut être inconscient, non conscient d'eux plutôt. Pas inconscient, mais non conscient. Marjorie, Fabrice, Balarama, merci vraiment beaucoup pour votre temps. C'est très apprécié. Il y a eu quelques questions posées dans le chat. Vous les avez adressées. Je vous voyais écrire les commentaires, etc. Donc, merci beaucoup. On va vous laisser retourner parmi les participants et on va inviter nos prochains panélistes. Je vais dédouaner tout de suite une petite chose. Malheureusement, Justine Hendricks, qui devait faire partie du panel pour des raisons personnelles, ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on l'excuse bien évidemment. Donc, le deuxième panel va porter sur le volet entreprise, justement, du racisme systémique. On aura la chance d'avoir avec nous Déborah Cherenfant, qui est la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, et Louis-Edgar Jean-François, qui est le président directeur général du groupe 3737, à qui nous allons souhaiter la bienvenue, qui devrait me rejoindre dans quelques secondes, certainement. Si vous me permettez, je vais leur poser la même question que j'avais posée à Fabrice, Marjorie et Balarama, à savoir pourquoi avoir accepté de participer à ce panel, pourquoi avoir accepté de participer au JAM, qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à cette décision. Puis comme pour le premier panel, on va commencer par la femme présente, Déborah. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Stéphane pour l'organisation et aussi à toute l'équipe de Talsom. Je vois plusieurs d'entre vous connectés. Olivier, salutations. Alors, pourquoi participer? Bien, comme tu l'as dit, Stéphane, je suis la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. On représente une relève d'affaires de gens de 40 ans et moins. Et j'étais très contente, effectivement, d'entendre notamment Balarama échanger plus tôt sur une initiative tellement importante de cette reconnaissance du racisme systémique, particulièrement dans notre ville de Montréal. Et on est persuadé, en tout cas à la Jeune Chambre, que ces changements d'idées, ces actions viennent de la relève, et ces changements culturels, si on veut, viennent de la relève. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'impliquer. Au niveau personnel, bien évidemment, je suis d'une femme noire qui n'est pas née ici au Québec et qui a grandi dans une société où j'aime toujours donner cet exemple-là parce que ça fait véritablement une différence dans notre construction mentale où le président, ou une fois seulement dans l'histoire, la présidente a été noire, où nos professeurs, nos médecins sont noirs. Donc, dans ma tête, effectivement, il n'y a pas de limite. Et c'est en arrivant ici en 2005
que j'ai réalisé à quel point, effectivement, cette notion de racisme systémique avait véritablement un impact et pouvait limiter plusieurs réalisations et plusieurs éléments. Donc, au niveau personnel, ça a été un choc et ça continue d'être un choc, surtout d'autant plus à la lumière des événements que nous avons tous été, dont nous avons tous été témoins en mai dernier et qui a encore plus mis, heureusement d'ailleurs, de l'huile sur le feu autour de cette conversation, dans cette conversation autour du racisme systémique, de discrimination systémique, dont je suis très, très contente de me joindre à l'initiative, particulièrement aussi, surtout que la Jeune Chambre va jouer un rôle très actif dans le résultat de ce design thinking. Donc, merci de nous accueillir. Tout le plaisir est pour nous. Louis-Edgar, oui, OK. J'allais dire que tu étais sur mute, mais c'est correct. Super. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc oui, mon nom est Louis-Edgar Jean-François. Je gère un organisme qui s'appelle le groupe 3737. Donc le groupe 3737, on a mis en place un écosystème vraiment pour pouvoir être un véhicule, un moteur de développement économique et avoir un impact social, mais surtout en utilisant le véhicule de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat issu de la diversité et de l'inclusion et aussi des communautés noires. Ce qui est important de comprendre, c'est que nos actions, c'est vraiment pour faire en sorte que le moteur qu'est la diversité et les communautés noires soit un moteur, je pense, positif. Quand on parle de racisme systémique, il y a toujours cette connotation négative. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre de l'avant la valeur, si on veut, de la diversité des communautés noires, faire en sorte qu'on puisse comprendre que c'est vraiment un moteur, vraiment, je pense, qui est sous-exploité pour créer un changement, si on veut, sociétal et un changement dans les collectivités. Pourquoi je trouvais que c'était important pour moi et pour le groupe 3737 d'être impliqué dans le Design Thinking Jam? Quand on parle de travail qu'on fait, on est beaucoup dans l'action. L'important, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de discussions, mais l'idée, c'est d'arriver dans l'action. Puis j'apprécie énormément ce que le TALSOM fait dans l'organisation du Design Thinking et également votre présence. C'est vraiment, on est dans l'action. Là, maintenant, dans l'action, c'est quoi? Adresser les enjeux, puis faire en sorte qu'à la fin de la journée, on puisse avoir des solutions concrètes, applicables rapidement. Donc, on parle de spécificité, là. On parle de, oui, le racisme systémique, on parle des communautés de la diversité, des collectivités communautés noires, mais là, vraiment, on attaque un enjeu qui est très spécifique. Je trouve que c'est important de pouvoir vraiment, c'est quand on parle de mettre en place des solutions, donc des solutions pour vraiment adresser un enjeu spécifique et arriver à quelque chose de concret. Donc voilà, l'important, je pense, est là, c'est vraiment de faire en sorte pour adresser ces enjeux-là, mais c'est de travailler concrètement avec différentes organisations, différentes instances, et qu'à la fin, les solutions soient les bonnes et qu'elles soient appliquées de façon efficace. Quand on parle justement des organisations, des entreprises, on peut les voir un peu comme finalement le miroir ou le reflet de notre propre société, parce que nos entreprises sont dotées d'une structure comme notre société, elles sont dotées de différents domaines, elles sont dotées de différents départements. Et en fait, je pense que ce qui serait intéressant de regarder, c'est est-ce que les trois composantes du racisme systémique, qui sont très englobantes, s'adressent également aux entreprises? Est-ce qu'on est capable de les adresser à travers les entreprises? Donc, Louis-Edgar, je vais continuer avec toi, puis je te poserai peut-être une question très directe, on va dire. Est-ce que, d'après toi, on est capable de généraliser ou pas à l'ensemble d'une entreprise l'existence du racisme systémique? Et si oui, c'est quoi le genre d'impact que ça provoque pour une entreprise? Écoute, pour répondre à ta question, tu sais, quand tu utilises le terme généralisé, il y a toujours cette connotation de tout, dans le fond, que c'est exhaustif. Je pense que c'est important, tu sais, il faut rendre justice à certaines entreprises qui ont pris des mesures concrètes, justement, pour adresser ces enjeux de racisme systémique. Je pense notamment, là, il y a une initiative qui vient de Toronto qui a pu amener un engagement de plus de 300 entreprises, justement, pour pouvoir mettre en place des mesures concrètes. Si je parle au niveau du groupe 3737, on collabore avec plusieurs entreprises, plusieurs organismes, justement, qui ont à cœur, si on veut, les enjeux propres à la diversité et aux communautés noires. Puis, regarde, si on regarde de TALSOM, là, avec l'organisation du Design Thinking Jam, donc, ça démontre qu'elle est une entreprise, justement, qui a à cœur, justement, les enjeux. Maintenant, ça étant dit,
il reste que le problème est quand même large. Je pense au niveau des entreprises, je pense qu'il n'y a pas suffisamment encore de grandes entreprises, justement, qui ont mis en place des actions concrètes, des choses pour vraiment faire en sorte c'est pas éradiquer le problème, mais pour le réduire de façon significative. Aussi, malgré que tu peux être une entreprise qui a mis en place, si on veut, qui est conscientisée aux enjeux de racisme systémique, mais du moment que cette conscientisation est plus au niveau du management de l'exécutif, mais qu'on ne met pas des mesures concrètes dans ce qu'on appelle le plus le micro. Tu sais, je peux donner un exemple. Si on a un entrepreneur, des entrepreneurs qui font des demandes de prêt, mais s'ils font une demande de prêt à un directeur de compte, par exemple, qui est responsable d'un portefeuille, puis ce directeur de compte-là, à la base, est quelqu'un qui est raciste ou qui n'est pas confortable avec la diversité, puis qu'il n'y a pas de mesures concrètes pour forcer ce directeur de compte-là à pouvoir aider puis supporter des entrepreneurs issus de la diversité qui font une demande de prêt. Mais là, à ce moment-là, tu sais, on a adressé le problème en surface au niveau de l'entreprise. Moi, je pense que c'est important de mettre en place des éléments, tu sais, un peu plus micro pour pouvoir faire en sorte d'aider dans ce sens-là. Donc, je pense que le problème de racisme systémique dans les entreprises est encore trop large aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a une conscientisation qui est faite. Il y a des choses, des mesures concrètes qui sont mises en place. Et mais surtout, on espère qu'on ne va pas avoir une deuxième situation à la George Floyd, donc un deuxième meurtre, pour pouvoir continuer et pousser justement cette conscientisation. Maintenant, si on parle d'impact, si on parle de racisme systémique, quel impact ça peut avoir? Je pense que au niveau des entreprises, je pense que il y a un élément que les entreprises manquent, dans le sens que si tu as une entreprise qui n'adresse pas l'enjeu de racisme systémique, on sait statistiquement parlant, quand on a une entreprise où il y a plus de diversité, plus de gens, de personnes racisées, on sait statistiquement qu'au niveau de la performance de l'entreprise, elle est meilleure. On a des cas d'entreprises qui ont généré, là, après avoir changé leur politique, là, des revenus, augmenté leurs revenus de plus de 30 %. Donc, c'est quelque chose qui est statistique. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en n'adressant pas ces enjeux-là au niveau des entreprises, mais les entreprises, dans le fond, perdent, si on veut, des opportunités. On parle tu crées une entreprise, l'idée, c'est quoi? C'est de maximiser ton profit. Donc, ils perdent une possibilité, justement, d'augmenter tes profits. Donc, ça, c'est un élément. Aussi, l'impact. Tout à l'heure, je parlais de moteur qu'est la diversité, que sont les communautés noires. Donc, c'est vraiment, je pense ne pas adresser ça et ne pas mettre des mesures concrètes pour favoriser une meilleure diversité et l'usage de plus de personnes racisées. Mais ça fait en sorte qu'à la fin de la journée, on se prive, si on parle du Québec, si on parle des collectivités, on se prive d'un moteur de changement, un moteur qui peut avoir un impact concret sur l'évolution et la croissance, si on veut, de la communauté québécoise, canadienne ou mondiale. Non, on se prive d'une richesse, définitivement. Exactement. Oui. Fait que voilà. Puis Déborah, je vais te laisser la parole là-dessus, parce que j'aimerais t'entendre. Tu représentes les moins de 40 ans, donc en entreprise au Québec avec la Jeune Chambre. C'est quoi les retours que tu as par rapport au racisme systémique en entreprise? Est-ce que tu as le même retour que Louis Edgar, à savoir que se priver de cette diversité, c'est passer à côté d'une certaine richesse? Est-ce que tu as le retour comme quoi, ben non, ça n'existe pas pantoute, le racisme systémique en entreprise, voyons donc. Parle-nous un peu de ça, si tu as des échos. Oui, tout à fait. Merci Stéphane. Je pense qu'il y a plusieurs échos qui divergent malheureusement, mais la bonne nouvelle, si on doit se réjouir de quelques informations, c'est qu'il y a une prise de conscience qui date d'avant George Floyd, il faut aussi le mentionner, qui est plus grande maintenant depuis mai dernier ou depuis le début de la pandémie. Je pense que même avant mai, depuis mars, avril, on avait commencé à prendre conscience un peu des disparités économiques et sociales dans plusieurs quartiers au niveau de Montréal. Donc, qui avait fait en sorte qu'on commence à se poser pas mal de questions sur certaines irrégularités, bref, qui ont culminé, qui ont amené à d'autres prises de conscience. Mais je pense que dans le milieu des affaires, il y a
cette notion aujourd'hui et qui, moi, me rassure et qui nous réjouit à la Jeune Chambre de commerce notamment, c'est le fait qu'on réalise qu'il y a un problème. Qu'on réalise qu'il y a un problème là où ça ne va pas très loin, à mon avis, et ça, c'est mon opinion personnelle, c'est qu'on ne définit pas exactement comment atteindre, comment avoir des actions, comment mesurer l'impact de ces actions-là et surtout, on parlait d'indicateurs depuis le début de la conversation, comment avoir des indicateurs clés et clairs pour être en mesure d'aller de l'avant. Donc, ce que je trouve de plus en plus, et il y a eu quelques initiatives, que ce soit avec Ensemble Inc. ou même l'initiative dont Vilgar parlait, Black North, qui est partie de Toronto et qui a permis de rejoindre même des entreprises du Québec Inc., ce qui, en toute honnêteté, m'avait surprise parce que je me disais, ça sera peut-être difficile de percer ce milieu Québec Inc. avec ce type de conversation parce qu'on est, j'ai l'impression, au Québec, peut-être moins à Montréal, mais à travers le Québec, beaucoup plus borné, j'ai envie de même utiliser ce terme-là, sur un débat de sémantique et pas reconnaître la réalité en face. Donc, pour revenir et peut-être résumer en très peu de mots ta question, Stéphane, c'est qu'il y a une prise de conscience, ce qui est positif dans le milieu des affaires, mais il y a peut-être une confusion au niveau des indicateurs, des mesures et des actions à entreprendre parce qu'il y a la notion de aussi cette grande question de diversité. On ne sait pas exactement quoi rentrer parce que je pense que le milieu des affaires était beaucoup plus sensibilisé à cette diversité en matière de genre, peut-être même aussi une diversité sexuelle, mais la diversité culturelle, la diversité des origines et qui représente que ce soit les minorités visibles ou les autochtones. Le milieu des affaires nomme en théorie, sur papier, ces éléments-là, mais au niveau des actions, ça tarde encore et on peut le voir, en tout cas dans plusieurs industries ou dans plusieurs systèmes. Mais le fait que la conversation soit ouverte, que des gens souhaitent prendre le leadership là-dessus, ça, on peut le voir. Il faut aussi souligner que je pense que le milieu des affaires des fois, va peut-être prendre ce taureau par les mauvaises cornes dans le sens où on va y aller beaucoup plus avec des versions édulcorées en matière de campagne marketing, utilisation d'images qui représentent cette diversité-là, même si quand on va plus loin à l'intérieur des entreprises ou des équipes de direction, ce n'est pas du tout ça la réalité. Mais écoute, comme on dit, quand on se compare, on se console, la conversation est ouverte, le débat est entamé, puis on attend de voir la suite. Ça peut être effectivement, de la part de certaines entreprises, une maladresse bienveillante, je vais l'appeler comme ça. Mais il y a une question d'ailleurs dans le chat, puis c'était l'objet de ma prochaine question. Est-ce qu'il existe des moyens concrets, des mesures concrètes qui vont permettre de détecter le racisme systémique, qui vont permettre de le faire reconnaître au sein de l'entreprise, qui vont permettre de le faire savoir, de sensibiliser? Est-ce que vous avez des exemples à donner de choses que vous auriez déjà vues et qui fonctionnent? Je vais peut-être y aller. Moi, je n'ai pas vu d'outils concrets qui fonctionnent. Et là, quand je parle d'outils, je parle d'une ressource technologique qui va aller mesurer, fournir des indicateurs. Je pense que les entreprises y vont pour l'instant un peu avec leurs propres moyens, en se basant en général, ça il faut le dire, en se ressourçant beaucoup à l'international et ou dans le Canada anglais. Je connais quelques entreprises qui ont développé des outils et qui étonnamment aussi, je le dis avec sarcasme un peu, ont leur plus grande base de clientèle aux États-Unis ou dans le Canada anglais, encore une fois, pas beaucoup au Québec, encore une fois, parce que cette prise de conscience est un petit peu lente, particulièrement dans le milieu des affaires, mais il y a des entreprises des entreprises technologiques qui se basent sur un logiciel qui va moins mesurer, Stéphane, pour reprendre ta formulation, moins mesurer le racisme systémique, mais qui va aller instaurer des mesures, des outils un petit peu plus objectifs sur l'embauche des personnes issues de différentes communautés, de différents profils, pour faire en sorte qu'il y ait cette représentation-là et pour éviter la notion de biais inconscient que vous mentionnez un petit peu plus tôt dans le panel précédent. Donc, faire en sorte qu'il y ait moins cette présence d'éléments subjectifs qui peuvent intervenir dans la sélection, dans la promotion, parce que oui, il y a l'embauche, il y a l'entrée en poste, mais il faut également évoluer au sein de l'entreprise également. Donc, il y a plus de logiciels qui vont aller traiter de ces enjeux-là.
mais de logiciels ou d'outils qui vont aller mesurer cette notion de racisme systémique, clairement non, mais des façons de le contourner, oui, ça existe de plus en plus. Et puis, je pense qu'au Québec, ils font leur entrée timidement, même s'ils sont présents beaucoup plus aux États-Unis ou même dans le Canada anglais. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en dehors du Québec, il y a d'autres sociétés qui sont plus avancées que le Québec en lien avec le traitement du racisme systémique en entreprise. Oui, 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 définitivement. Je pense que, en tout cas, je ne pense pas que ça surprend, que ça va surprendre quelqu'un aujourd'hui, mais oui, il y a des sociétés, des entreprises qui sont beaucoup plus avancées pour traiter de la question avec des outils, des indicateurs clairs. Oui. Louis-Edgar, de ton côté, est-ce que toi, tu as vu des choses intéressantes en entreprise sur cette détection ou cette mesure du racisme systémique? Ben oui, faut dire aussi dans le contexte dans lequel je travaille, c'est de l'accompagnement entrepreneurial. Donc, on travaille beaucoup dans un contexte de start-up. Donc, on est beaucoup dans un mode plus formation, accompagnement, développement d'entreprise. Donc, ce qu'on s'assure dans notre accompagnement, c'est d'être sûr de transférer ces messages-là, d'assurer dans la construction de l'entreprise que tous les véhicules qui vont permettre à l'entreprise, dans le fond, d'évoluer et de grandir rapidement, qu'on puisse leur communiquer puis les appliquer concrètement. Puis quand on parle de véhicules, on parle de la diversité et l'inclusion, les communautés noires, les communautés racisées. Donc, de vraiment avoir des politiques dès le départ qui vont pouvoir aider et qui vont pouvoir favoriser. Ce n'est pas une question de regarder la couleur de peau, c'est plus une question de dire j'ai une entreprise, je suis dans un contexte de développement, d'utiliser les meilleures ressources pour pouvoir développer l'entreprise. Maintenant, si je parle des partenaires, c'est sûr que stratégiquement parlant, le groupe 3737, on travaille avec des entreprises justement qui sont conscientisées à ce fait-là. Puis, ce qu'on s'assure justement que ces entreprises-là aient vraiment que ce n'est pas seulement de belles paroles. Donc, on s'assure vraiment que leurs idées, leur volonté justement de faire une différence et d'utiliser le moteur de la diversité soit réelle. Puis effectivement, quand on regarde dans leur processus, on regarde leur façon de faire, on voit effectivement que, concrètement parlant, dans leurs activités, il y a des mesures claires pour pouvoir supporter et permettre à la diversité aux personnes racisées d'avancer. Donc, pour répondre à la question, je te dirais oui, en entreprise, je pense qu'il y a des systèmes qui sont en place, mais encore une fois, c'est des systèmes encore aujourd'hui que je trouve qui sont un peu trop macro, qui devraient être amenés à aller un peu plus micro parce que le racisme systémique, quand on parle de racisme systémique, c'est à tous les endroits d'une entreprise. Ce n'est pas seulement au niveau du top management, comme je disais un peu plus tôt, il y a des enjeux un peu plus bas niveau, si on veut, à l'intérieur des entreprises qu'il faut adresser parce qu'à la fin de la journée, quand on prend l'entreprise dans son contexte global, mais dans son contexte global, il faut adresser les enjeux un peu plus petits, un peu plus niveau. Il faut être sûr de pouvoir les adresser et les identifier. Souvent, c'est là la difficulté quand tu as le CEO d'une entreprise. Il est beaucoup très dans l'aspect macro, mais il n'est pas suffisamment dans le micro. Donc, c'est de mettre en place des processus pour adresser le micro. Puis s'il y a une lacune, je pense que c'est vraiment là, dans ce que j'ai constaté, c'est une lacune au niveau de s'assurer que les processus d'un niveau plus micro soient appliqués. Et on parlait tout à l'heure, Déborah tout à l'heure parlait de KPI, mais c'est vraiment de mettre en place des indicateurs justement pour vraiment mesurer est-ce qu'au niveau micro, on a eu un impact, est-ce qu'on a permis de faire ce changement-là. Donc, je pense que c'est important. C'est ma constatation de ce que j'ai pu voir là. Au niveau des entreprises, non seulement qui collaborent avec nous, mais moi aussi, j'ai un background, je suis comptable de formation, fait que j'ai travaillé également en grande entreprise avant. C'est les constatations que j'ai pu voir. L'aspect micro est effectivement un enjeu, mais c'est aussi un défi. C'est un défi qui est complexe à relever pour les entreprises, puis on va justement, à travers le JAM cet après-midi, fort probablement l'aborder dans les différents groupes. Puis l'idée, à l'issue de tout le processus que Talsom avec la Jeune Chambre de commerce, le groupe 3737 et la Maison d'Haïti ont entamé, c'est de trouver une ou des solutions qui vont pouvoir s'appliquer en entreprise, mais s'appliquer de façon concrète pour régler ce problème-là de racisme systémique. Tantôt, Déborah,
Tu as fait allusion à la notion d'intersectionnalité, je ne sais pas si ça se dit, intersectionnelle en tout cas, du racisme systémique. Et tu disais, quand on est femme et quand on est noir, c'est encore plus complexe. Est-ce que être femme et noire, est-ce que cette notion intersectionnelle, oublions femme et noir, mais intersectionnelle, amplifie le racisme systémique selon toi ou pas? Alors, Stéphane, là, tu m'as précédé. Effectivement, je n'avais pas encore dit que c'était un enjeu, mais là, je fais des blagues. Effectivement, c'est sûr que c'est une réalité, que ça amplifie les enjeux. Et tout simplement, quand on regarde en matière d'équité salariale, on le sait, on le voit. Et je pense que la dernière statistique en 2018 disait que les femmes noires à Montréal, donc là, on essaie de circonscrire un petit peu plus, gagnaient en moyenne 20 000 $ en moins que les hommes noirs et les autres femmes. Donc, ce n'est pas négligeable. Bon, là, on ne parle pas de 2 000 $ annuels, on parle quand même de 20 000 $. Donc, on sait qu'en matière d'équité salariale, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Maintenant, cette notion d'intersectionnalité qui cumule, en fait, les aspects de racisme et à la fois de sexisme, quand je me suis identifiée tout à l'heure comme une femme noire, effectivement, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Ceci étant dit, il faut prendre en compte les aspects, comment je pourrais dire, les aspects d'être une femme, donc, ou même qu'on soit noir ou non, donc le fait d'être une femme représente quand même certains enjeux et malheureusement encore des obstacles, même en 2020, que ce soit en matière de conciliation travail-famille, que ce soit en matière d'avancement professionnel, que ce soit même en matière de considération dans la société. Je pense que Marjorie parlait un petit peu plus tôt de sémantique, mais aussi de la notion de féminisme. Donc, c'est pour ça qu'on a ces différents mouvements, ces différentes conversations, parce qu'on remarque des disparités au niveau de la société. Donc, l'aspect femme est important à prendre en compte et les disparités que ça comporte, et aussi l'aspect d'être une femme noire. Donc, on rajoute. Donc, c'est aussi ça l'aspect intersectionnel de l'enjeu, c'est qu'on cumule ces différents éléments-là. Donc, oui, nécessairement, ça vient avec un bagage plus difficile pour briser le plafond de verre ou même de béton. Je pense qu'on mentionne dans le contexte beaucoup plus. Donc, imaginez, je ne sais pas qui aujourd'hui nous écoute parmi les personnes connectées qui a la force, l'énergie, la volonté de briser un plafond de béton. Moi, je sais que en tout cas, j'essaie de ne pas penser à ça, qu'il est fait de béton, parce que sinon, je pense que c'est, même si c'est quand même, et c'est là où on voit psychologiquement, on s'adapte tellement à des concepts sociaux. Le plafond de verre, c'est quand même plus attrayant qu'un plafond de béton. Je pense qu'on serait d'accord là-dessus, même si le plafond de verre représente quand même un enjeu. Bref, ce serait… Mais collectivement, on est capable peut-être de le faire. Exactement, collectivement. Donc, ça ne prend pas seulement la personne. Donc, on voit que ça prend les deux côtés de la médaille. Donc, ça ne prend pas que ce soit à Déborah ou des personnes qui ressemblent à Déborah, avec toute sa volonté et son ambition, qui réussissent à percer des petits trous dans ce plafond de béton, mais ça prend d'autres personnes, ça prend le système qui fasse aussi faire en sorte de briser ce plafond-là ou plancher collant. Donc, il y a plusieurs utilisations qu'on a pour faire référence à cette notion d'intersectionnalité qui cumule. Et je vous dirais, les États-Unis sont beaucoup plus, pas pour prendre comme référence, parce qu'on aime bien les incriminer pour beaucoup de choses, mais je pense en matière de statistiques, pas pour aller rester seulement dans l'anecdotique, mais en matière statistique, les États-Unis cumulent beaucoup de chiffres, surtout pour caractériser la situation particulière dans laquelle se trouvent les femmes noires, donc les Afro-américaines, pour qui la situation est beaucoup plus difficile. Encore une fois, en matière d'avancement professionnel, de salaire, de considération dans la société, donc quand elles vont postuler pour un emploi. Donc, c'est effectivement plus difficile. Puis c'est là qu'on parle d'intersectionnalité. Et là, je vous ai juste nommé 2 éléments, femmes noires. On ne parle pas d'orientation sexuelle, on ne parle pas de diversité en matière de religion. Donc, imaginez juste cumuler ces autres éléments, à quel point ça peut être beaucoup plus complexe. C'est ça, là, je vous écoute, j'écoutais les panélistes d'avant, Marjorie, Fabrice, puis Balarama. J'ai comme l'impression qu'on est en train d'additionner des couches de difficultés face au racisme systémique, que ce soit en entreprise ou en société, peu importe. Moi, j'ai le goût quand même de vous poser la même question que j'ai posée aux autres panélistes. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on est capable
de mettre sur le déclin le racisme systémique en entreprise. Je vais laisser Louis Edgar commencer. C'est pas les femmes d'abord? Ben écoute, moi, honnêtement, au plus profond de moi-même, là, je veux croire que oui. Tu sais, quand tu parles de racisme systémique, là, on parle de racisme systémique en entreprise, puis il y a le racisme systémique en général. Racisme systémique en entreprise, je pense qu'on est sur la bonne voie d'arriver à un stade où on va forcer justement les entreprises à modifier leurs pratiques et modifier leur politique. Donc, en entreprise, j'ai tendance à penser que oui. Maintenant, si on va plus large, quand je regarde à travers les années, à travers les siècles, quand je pense que c'est Fabrice tout à l'heure qui en parlait un peu, je pense que on n'est pas dans le contexte comme dans les années 1600, 1700, où on était des esclaves. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution. Il y a eu dans les années 1900 l'abolition de l'esclavage. C'est sûr que dans les années au 20e siècle, il y a eu des enjeux qui ont continué. Par contre, il y a quand même eu une évolution. Est-ce qu'on aurait aimé que cette évolution-là soit plus rapide? Oui, effectivement, mais je pense qu'il faut prendre en compte qu'il y a quand même une évolution. Maintenant, est-ce que tous les problèmes sont réglés? Clairement, non. Si on doit faire une activité comme aujourd'hui, le Design Thinking Jams, parce que clairement, les enjeux ne sont pas réglés. Par contre, je pense qu'on continue l'évolution. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a cette conscientisation qui se fait, puis qu'on espère, encore une fois, je le répète, qui ne sera pas accélérée par le meurtre d'un autre George Floyd. Mais je crois au plus profond de moi-même qu'en continuant à faire ce qu'on fait, à avoir des organisations qui sont conscientisées, des personnes comme Déborah, des gens comme Fabrice, comme Marjorie, comme Balorama, qui travaillent très fort pour vraiment changer la donne, moi, j'ai espoir que les choses vont changer, puis qu'on va arriver à un stade où ce sera éradiqué. Maintenant, je ne pense pas à court terme, encore une fois, il va falloir peut-être plusieurs générations, mais je pense qu'éventuellement, on va pouvoir arriver à l'éradication du racisme. Là-dessus, d'ailleurs, sur une note tout à fait personnelle, moi, j'ai à la maison deux adolescents. Puis je peux vous dire que racisme systémique, ils ne comprennent pas ça. Ils sont dans une école, dans un programme international, puis ils ont des dizaines de nationalités différentes dans leur classe, puis ce sont leurs amis, puis il n'y a pas de différence entre eux. Donc, moi aussi, j'ai espoir qu'avec les générations à venir, ce problème de racisme systémique se règle presque par lui-même, mais en attendant, il faut poser des actions. Déborah, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je te laisse la parole. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est une excellente transition, Stéphane. Et je pense que ta façon de poser la question met la table parce que j'écoutais quand Fabrice disait malheureusement, il ne croit pas à l'éradication définitive. Et je suis malheureusement obligée de me ranger de ce côté-là, même si je partage l'optimisme de Louis Edgar, bien évidemment. C'est parce que j'ai bien peur, Stéphane, que ce ne sera peut-être pas la génération de tes deux ados à la maison, mais peut-être de leurs enfants. Ça, il faut y croire, parce que je pense que c'est ça aussi, l'espoir fait vivre, en tout cas. Bref, mais plus sérieusement, je vous dirais que Marjorie l'a tellement bien expliqué d'entrée de jeu, l'historique derrière ce racisme systémique et à quel point il faut comprendre l'instauration... la définition d'un système économique rattaché à ce racisme systémique, donc la notion de pouvoir qui rentre là-dedans. Et tant qu'on ne sera pas prêt collectivement, et pas juste 2, 3 personnes, 15 personnes réunies en réunion à questionner ce système, ce pouvoir économique, et tout ce qui émane et découle de ce système-là, je pense qu'effectivement, on ne sera pas prêt à remettre en question ce racisme systémique et surtout à trouver des façons de l'éradiquer définitivement. Ça ne sera pas de notre génération, mais il faut y croire parce que c'est comme ça qu'on va continuer à non seulement en parler, mais à agir en conséquence. Et l'éducation joue définitivement un rôle là-dedans parce que c'est comme ça qu'on va changer les mentalités, c'est comme ça qu'on va changer la perception des gens, c'est comme ça qu'on va éradiquer éventuellement des préjugés. Et là, je ne parle pas de biais inconscients, parce que le nom l'indique, inconsciemment, on continue à perpétuer des façons de penser ou des façons d'être ou même d'agir.
Mais je pense qu'à la longue, c'est important de continuer à aller de l'avant. Je veux dire, sinon notre monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui en 2020 pour toutes les avancées sociales, économiques, technologiques qu'on connaît. Donc, il faut continuer à aller dans le bon sens et je pense que le fait d'avoir des conversations, des activités comme celle d'aujourd'hui, ce sont des pas dans la bonne direction. Oui, j'irais même plus loin, d'avoir une jeune chambre de commerce comme vous qui acceptait de porter ce projet-là, en fait la finalité même du projet, puis de le porter en entreprise pour régler le problème. Je trouve ça, c'est un signe extrêmement positif. Puis d'ailleurs, j'aurais aimé peut-être que tu t'exprimes là-dessus au nom de la jeune chambre de commerce, le pourquoi vous avez accepté d'embarquer dans cette folie qu'on a eue chez Talsom en disant, ben, on va regarder si le design thinking, cette méthodologie qui est liée à l'innovation, est capable de nous amener à travers la notion d'empathie, parce que le design thinking, c'est une position empathique face à un enjeu. Est-ce qu'elle est capable de nous amener à une solution ou des solutions qu'on pourrait implanter dans les entreprises? Pourquoi la jeune chambre de commerce a embarqué dans cette folie-là avec nous? Ben, tu as dit le mot, la folie, peut-être parce qu'on est fou aussi, comme Talsom, mais je pense que la notion d'empathie, la notion de vouloir trouver une solution également. Et je pense que la posture que nous avons à la Jeune Chambre on n'a pas encore la réponse, mais on veut pouvoir agir en conséquence et faire en sorte qu'on trouve une solution si solution existe, mais qu'on soit prêt à se mettre dans cette position-là, dans ce rôle-là, l'exercice de design thinking, donc la notion d'empathie, pour se questionner, être à l'écoute et voir comment amener cette conversation-là un peu plus loin. Parce que je le dis toujours, et c'est pourquoi les derniers mois ont été particulièrement importants pour le milieu des affaires, surtout parce que là où une conversation était restée au niveau de la société en général, de nouveaux citoyens, puis Balarama nous l'a rappelé avec des dates clés, le 2 juin 2019, pour faire en sorte qu'on fasse... Que son équipe et lui fasse pencher la ville de Montréal, c'est pas rien quand même. Et comme on dit, la reconnaissance du racisme systémique, l'embauche d'une ou d'un futur commissaire au racisme systémique à la ville de Montréal, je veux dire, ce sont des actions concrètes, mais qui sont restées, si on veut, au niveau citoyen et et pour un, comme je le disais tout à l'heure, pour un système qui... pour une notion qui émane tellement de système économique, c'est important que le milieu des affaires se prononce. C'est important que le milieu des affaires agisse, réfléchisse. Donc, c'est pourquoi aussi la Jeune Chambre, je pense, a décidé de participer et de porter un peu ce projet-là pour l'amener au milieu des affaires et faire en sorte qu'on trouve des actions concrètes pour y remédier, faire pencher la balance et éventuellement éradiquer, même si on parle de futures générations, mais commencer à mettre sa pierre à l'édifice. Je pense que ceci explique notre implication aujourd'hui. Mais bravo, puis merci. C'est vraiment apprécié. Je vois Louis Edgar qui hoche de la tête également. Peut-être une dernière question, il nous reste comme 4 minutes. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la notion de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Souvent, cette RSE fait appel à la notion d'éthique, de transparence, de développement durable, etc. J'étais en train de me demander, en vous écoutant parler, s'il n'y aurait pas un intérêt à rentrer la notion de racisme systémique au sein des responsabilités sociales des entreprises. Parce que si on ne le fait pas, est-ce qu'à un moment donné, à terme, on prendrait pas il n'y aurait pas une certaine dévalorisation de ces RSE-là d'entreprise si on n'y implique pas l'ensemble des problématiques, dont le racisme systémique? Peut-être, Louis Edgar, comme mot de fin. Écoute, Stéphane, je pense que tu es tombé direct pile poil dessus. Je pense que on est à une phase où je pense qu'il faut un peu forcer les choses. Ce qu'on fait au groupe 3737, c'est on a un de nos programmes, par exemple, qui est un programme qui est axé femmes en entrepreneuriat. Ce qu'on a fait, on a établi des quotas. Donc, en termes de sélection des entrepreneurs qui sont accompagnés, bien, on s'assure que 40% des entrepreneurs soient des entrepreneurs heureux. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, je pense que c'est important ce que tu dis, je pense qu'au début, je pense qu'il faut forcer les choses, puis vraiment insérer, si on veut, une certaine forme d'obligation pour les entreprises, okay, pour pouvoir assurer qu'il y ait une présence, si on veut,
de personnes racisées, là, dans le cas présent, au sein des entreprises. Fait que je pense que c'est un élément important. Puis ça, je te dirais que ce serait pour moi quelque chose qui serait temporaire. L'idée, c'est quoi? C'était vraiment, dans un premier temps, de forcer pour que ça devienne un automatisme, puis aussi forcer pour qu'on puisse voir justement la valeur que les personnes racisées peuvent amener dans l'évolution d'une entreprise, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc, écoute, comme je dis, tu es tombé pile poil dessus. Pour moi, ce serait une façon, je pense, à très court terme, là, de pouvoir changer la donne, de pouvoir avoir un impact, puis en même temps de mettre en valeur. Si on n'est pas capable de le réaliser, si les entreprises ne sont pas capables de le réaliser par elles-mêmes, ben c'est un peu les forcer à, puis pour leur bien. Comme on dit, notre enfant, des fois, là, on lui dit… Encadrer. L'encadrer, exactement. On lui dit de faire certaines choses, là, il ne comprend pas pourquoi je devrais le faire. Mais après, peut-être un mois, il dit « Ah, je comprends, papa, pourquoi tu m'avais dit de faire ça comme ça? » C'est un peu ça. On va tenir par la main. Mais je rejoins totalement à ça. Et pour rebondir sur ta question, Stéphane, je pense que cette notion-là est incluse de façon implicite dans RSE. Et je pense que plusieurs entreprises aujourd'hui se confortent à l'idée que dans leur politique RSE, dans leur stratégie RSE, il y a cette notion de diversité et inclusion. Il y a bien évidemment peut-être pas la notion claire, nette et précise de racisme systémique parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'appellation de racisme systémique et à l'intégrer véritablement dans leur politique. Donc, encore une fois, on revient à tout ce débat sémantique qui est dans une mesure différente, mais quand même similaire à tout ce débat qu'il y a eu et continue d'avoir à quelques endroits autour du féminisme. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises, industries qui ne voulaient pas du tout avoir d'étiquette de stratégie féministe ou autre. Donc, on peut le retrouver. Ce que je voulais dire dans la notion de RSE, pourquoi, de ma perspective, la diversité et l'inclusion y est incluse de façon implicite, c'est que tout ce qu'on dit aujourd'hui en matière de leadership d'impact, leadership conscient, leadership inclusif, ça fait référence à ces éléments-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ou le milieu des affaires de façon générale qui considèrent que parler de diversité et inclusion fait partie de cette besace complète de leur stratégie RSE, même si ce n'est peut-être pas proprement, clairement identifié comme tel. Mais de plus en plus, moi, je fais partie de beaucoup de comités actuellement, et je suis persuadée que c'est le cas pour plusieurs personnes ici, où la question est abordée, où la notion d'impact, je pense que ça, c'est le mot qui revient le plus souvent et qui est commun à beaucoup plus de conversations, cette notion d'impact. Et quand on la décortique, là, on retrouve la notion de diversité et inclusion, de changement climatique, etc. Donc, ça fait partie des enjeux, mais c'est juste le mot racisme systémique. Si on tient à ce que ça apparaisse, on n'est pas encore là, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Il faudra déterminer si c'est pertinent que ça apparaisse clairement. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle que les notions existent déjà dans les responsabilités sociales des entreprises. Déborah, Louis-Edgar, je voulais vous remercier vraiment sincèrement pour le temps que vous avez passé avec nous, pour l'expertise que vous nous avez offert aussi gentiment et généreusement. Merci beaucoup. Je remercie également tous les participants à ce panel. Je sais que c'est long, 1h30 devant un écran, mais merci d'avoir été présents. Ça a été enregistré. Vous pourrez réécouter le tout si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de Talsom, mais également sous format podcast de la chaîne SoundCloud de Talsom. Et on écrira également un billet de blog que vous retrouverez sur le site web de talsom.com qui résumera tout ce qui s'est dit à travers ces deux panels-là. Donc, à tous, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi. Puis pour ceux qui participent au Jam cet après-midi, je vous souhaite un bon Jam. Merci, au revoir.